Marco Rubio face à Sergueï Lavrov. Il avoue l'impuissance des États-Unis face à la Russie. Dans cette vidéo, vous allez entendre ce que Washington voulait sans doute cacher, l'aveu d'échec le plus troublant depuis le début du conflit en Ukraine. Marco Rubio, l'un des piliers de la diplomatie américaine, vient de lâcher une bombe géopolitique à Kuala Lumpur. Il reconnaît, sans détour, que les États-Unis, malgré des milliards de dollars dépensés, des livraisons massives d'armes et des années de pression, n'ont pas réussi à faire plier la Russie. Pire encore, même Trump, malgré ses contacts directs avec Poutine, n'a rien pu changer à la situation. Les négociations stagnent, les attaques russes s'intensifient, et Rubio avoue qu'il n'y a aucune feuille de route claire pour la paix du côté des États-Unis. Marco Rubio n'a pas détaillé quelles pourraient être ses nouvelles idées. Il doit d'abord en parler au président Trump, dans la soirée. Partagez cette vidéo de Marco Rubio, commentez, et dites-nous ce que vous pensez de la situation. Merci pour votre précieux soutien. Il y a eu un échange d'idées aujourd'hui, des points de vue qu'ils ont exprimés et que je vais transmettre au président pour examen, a-t-il encore dit en soulignant, par ailleurs, que Washington pourrait, le cas échéant, imposer de nouvelles sanctions contre Moscou en l'absence de progrès. Une proposition de loi en ce sens circule au Sénat américain. L'entretien entre Rubio et Lavrov intervient en pleine impasse dans les négociations sur la guerre en Ukraine et alors que la Russie a intensifié sa campagne de bombardement. La Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec une deuxième salve meurtrière en 2 jours de drones et de missiles. Messieurs Rubio et Lavrov s'étaient déjà rencontrés mi-février en Arabie Saoudite, dans la foulée du rapprochement entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils se sont également parlé à plusieurs reprises au téléphone. Conférence improvisée. Rubio répond aux questions des journalistes après sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères. Dois-je commencer? Je suis sûr que vos questions couvriront tout. Allez-y. Notre stratégie consiste à continuer d'engager le dialogue avec toutes les parties impliquées dans la recherche d'une issue à ce conflit. Nous sommes prêts à dialoguer dès que nous en avons l'opportunité, comme cela a été le cas aujourd'hui. J'ai réitéré ce que le président a déclaré, à savoir sa déception et sa frustration face à l'absence de progrès dans les pourparlers de paix ou dans la définition d'une voie à suivre. Nous allons donc poursuivre notre engagement. Nous avons partagé certaines idées et observations que je rapporterai à Washington dès ce soir, dans le cadre d'appels téléphoniques. Elles ont été exprimées, et peut-être qu'il y a là quelque chose sur quoi nous pourrons construire. Mais c'était une conversation franche. C'était un échange important. Nous l'avons eu. Et nous avons également parlé d'autres sujets liés à la guerre en Ukraine. Mais c'était évidemment le sujet principal, celui que nous avons abordé en premier. Et, écoutez, le président a été très clair. Il est déçu et frustré par le manque de flexibilité du côté russe pour mettre fin à ce conflit. Nous espérons que cela pourra évoluer. Et nous allons continuer à nous impliquer chaque fois que nous verrons une possibilité de faire une différence. Sans parler au nom du ministre des Affaires étrangères, ce que je sais que vous ne voulez pas faire. De quel ministre des Affaires étrangères parlez-vous? Oh, Monsieur Lavrov. Oui, sans parler en son nom, avez-vous eu le sentiment qu'il s'orientait vers plus de flexibilité? Je ne vais pas qualifier notre conversation autrement qu'en vous disant que j'ai exprimé ce que le président a dit publiquement. Nous avons l'impression d'avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie à cette affaire, mais que les progrès sont insuffisants. Nous avons besoin de voir une feuille de route pour savoir comment ce conflit peut se terminer. Nous avons partagé certaines idées sur ce à quoi cela pourrait ressembler. Et, évidemment, je transmettrai tout cela au président dès ce soir. Et j'espère qu'il y aura là quelque chose sur quoi nous pourrons bâtir. Monsieur le secrétaire, il y a quelques mois, vous avez dit que la condition nécessaire pour mettre fin à cette guerre serait une conversation entre le président Trump et le président Poutine. Mais il y a maintenant eu plusieurs appels téléphoniques entre eux, et pourtant la guerre en Ukraine continue. Cela révèle-t-il une faiblesse dans la capacité du président à négocier la fin de ce conflit? Ou pourquoi cela continue-t-il malgré leurs échanges? Eh bien, c'est une guerre que le président a héritée, n'est-ce pas? Il a été élu alors qu'elle faisait déjà rage, et aucun progrès n'avait été accompli jusque-là en faveur de la paix, sous quelque forme que ce soit. En réalité, il n'y avait même plus de rencontre entre les Ukrainiens et les Russes depuis un bon moment. Donc, même s'il y a eu certains échanges humanitaires, notre objectif ici est évidemment de mettre fin à cette guerre, dans tout rôle que nous pouvons jouer. Ce n'est pas une guerre qui a commencé sous la présidence de Donald Trump. C'est une guerre qui n'aurait pas eu lieu s'il avait été président, mais maintenant qu'elle est là, nous allons continuer à nous engager, à faire tout ce que nous pouvons, et, espérons-le, faire progresser les choses. Comme je l'ai dit, et je l'ai répété à plusieurs reprises, si nous voyons une opportunité de faire une différence dans ce dossier, nous la saisirons et nous la poursuivrons.
Et c'est ce que le président a fait. Et il mérite un immense crédit pour avoir eu plusieurs conversations téléphoniques avec les dirigeants des deux pays, et avec d'autres également. Monsieur le secrétaire, la Russie a lancé ses attaques les plus massives au cours des 3 derniers jours, et vous avez évidemment rencontré votre homologue aujourd'hui. Êtes-vous désormais prêt à imposer des sanctions plus sévères à la Russie? Le président a dit que c'est une option qui lui est ouverte, à la fois en vertu des pouvoirs existants, mais surtout si le Sénat et la Chambre peuvent adopter une loi qui lui donne cette possibilité. Nous avons donc engagé des discussions avec le Congrès sur ce à quoi ressemblerait cette loi. Évidemment, le président a besoin de flexibilité sur la manière dont ces sanctions seraient appliquées et à quel moment, car cela lui donne un levier maximal dans toute discussion ou négociation. Il a donc parlé de cela comme d'une option réelle, et désormais, nous avons été en contact avec le Sénat en particulier au cours de la semaine dernière sur la forme que prendrait ce texte législatif, et les dirigeants des deux chambres ont indiqué qu'ils étaient prêts à commencer à aller de l'avant. Nous avons exprimé cela aux Russes il y a des semaines. Nous leur avons dit que le moment viendrait où quelque chose comme cela pourrait se produire, et nous continuerons à leur dire, car c'est la réalité. Mais ce moment est-il venu, ou pas encore? Eh bien, encore une fois, c'est une décision que seul le président peut prendre. Évidemment, il est frustré par le fait que plus de progrès n'ait pas été réalisé. Monsieur le secrétaire, des rapports publiés plus tôt cette semaine indiquent que vous et le président n'étiez pas au courant que le Pentagone avait décidé, au moins temporairement, d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Étiez-vous au courant? Que pensez-vous de cette décision du Pentagone, et plus généralement? Je pense que cette décision a été, malheureusement, mal interprétée. Il s'agissait d'une pause conditionnelle à une réévaluation, concernant un petit nombre de types spécifiques de munitions. Et franchement, c'est quelque chose de logique à faire, surtout après une période prolongée d'engagement, comme celle que nous avons vue, à la fois pour la défense d'Israël et celle de nos propres bases. C'était donc une révision très limitée de certains types de munitions, pour s'assurer que nous disposions de stocks suffisants. Et il est typique, lorsqu'on fait ces vérifications, qu'il est une pause de court terme, car si, en effet, la révision conclut qu'il y a une pénurie, on ne peut pas récupérer les munitions une fois qu'elles ont été envoyées. Mais de manière générale, l'aide à l'Ukraine continue selon le calendrier prévu par les crédits votés par le Congrès. Quel type de munitions ont été suspendues? Pardon? Quel type d'armes ont été suspendues? Principalement des armes à vocation défensive. Souhaitez-vous que je poursuive avec la suite, s'il y en a encore? Certaines munitions étaient de nature offensive. Mais encore une fois, il s'agissait de celles qui ont été utilisées lors des récents conflits au Moyen-Orient. Et je le répète, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie, mais parce qu'il est prudent d'évaluer la situation en se demandant: avons-nous suffisamment de ces munitions dans nos stocks pour remplir toutes nos obligations dans le monde? Cela concerne à la fois la défense de nos bases au Moyen-Orient, mais aussi nos engagements envers nos partenaires dans la région Indo-Pacifique, et toute autre éventualité qui pourrait survenir. Mais au final, je dirais que l'écrasante majorité de l'aide militaire que les États-Unis fournissent à l'Ukraine n'a jamais été suspendue et continue selon les calendriers habituels. Je pense qu'il y a un problème plus large, qui n'est pas lié à cette pause, et qui concerne les capacités de production de défense de l'Occident, pas seulement les nôtres, mais aussi celles de l'Europe. À titre d'exemple, l'une des choses dont les Ukrainiens ont besoin, ce sont davantage de batteries de défense patriotes. Or, il y a des batteries patriotes disponibles dans plusieurs pays européens, mais personne ne veut s'en séparer. J'espère que cela va changer. En fait, si l'Ukraine est vraiment la priorité que tant de pays en Europe disent qu'elle est, alors ils devraient être prêts à partager des batteries dont, à l'heure actuelle, ils n'ont pas besoin. J'espère donc que nous pourrons convaincre certains de nos partenaires de l'OTAN de fournir ces batteries patriotes à l'Ukraine, car plusieurs pays en disposent, mais aucun ne veut se défaire de ce qu'il a. Peut-être que cela va évoluer. C'est important. Monsieur le secrétaire, vous avez mentionné vouloir voir une feuille de route pour la fin de ce conflit. Quelles idées concrètes avez-vous présentées, et comment la Russie a-t-elle réagi à cette réunion? Eh bien, encore une fois, ce genre de choses se négocie mieux en privé, et c'est généralement ainsi que cela fonctionne. Il y a eu un échange d'idées aujourd'hui, certains points de vue qu'ils nous ont exprimés et que je vais rapporter au président pour qu'il les examine. Et j'espère que cela mènera à quelque chose. Je ne veux pas trop en promettre. Comme je l'ai dit, ce conflit dure maintenant depuis plus de 3 ans, et comme cela a déjà été souligné par l'une de vos questions, nous avons assisté à une intensification des attaques. Je pense qu'il s'agit probablement de la plus grande attaque de drones contre une ville proche de la frontière polonaise, donc c'est une frappe en profondeur. Et à chaque fois que cela fait la une des journaux, que des gens meurent, cela nous rappelle pourquoi le président veut mettre fin à cette guerre. Comme il a dit depuis le début, sa priorité absolue est d'empêcher la mort de civils et la destruction qui se poursuit chaque jour.
Ils vont tenir une conférence, elle commence peut-être aujourd'hui si je ne me trompe pas, sur la reconstruction et la remise sur pied de l'Ukraine. Et chaque fois qu'une frappe de ce genre est lancée, le coût de la reconstruction augmente. Il faut aussi ajouter à cela la destruction des capacités du pays, de son économie. Mais évidemment, la perte de vies humaines est une chose qui préoccupe énormément le président. Il est important de noter que, depuis janvier de cette année, pour ne citer qu'un exemple du côté russe, ils ont perdu 100 000 soldats. Pas blessés, morts. Et du côté ukrainien, les pertes sont moindres, mais tout de même très importantes. Le président n'aime pas la guerre. Il estime que les guerres sont un gaspillage d'argent et de vies humaines, et il souhaite y mettre fin. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette guerre, ainsi qu'à toute autre guerre qu'il aura la possibilité d'arrêter, comme vous l'avez vu dans le passé. Nous allons donc continuer à travailler dans ce sens. Nous comprenons que ce genre de choses demande du temps et de la patience, mais il est évident que nous sommes également frustrés par le manque de progrès. Et nous espérons, à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, obtenir plus de clarté sur ce que sont exactement la position et les priorités de la Russie à ce sujet, afin de pouvoir commencer à avancer. Mais cela a été difficile, comme vous le savez. Les Chinois soutiennent la Russie. Allez-vous rencontrer votre homologue chinois ici cette semaine pour lui en parler? Oui, je pense que nous sommes en train de travailler à cela. Il est possible que nous nous rencontrions, et évidemment, nous en parlerons. Je pense que les Chinois ont clairement soutenu l'effort russe, et je crois que, de manière générale, ils ont été disposés à les aider autant qu'ils le pouvaient sans se faire prendre. Mais les gens en Europe et ailleurs dans le monde l'ont remarqué. Mais en fin de compte, la paix, si elle est possible et réalisable, se fera entre l'Ukraine et la Russie, et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons pour contribuer à y parvenir. Voilà, vous avez entendu les mots, vous avez compris les silences. Quand un haut responsable américain reconnaît publiquement l'impuissance des États-Unis face à la Russie, ce n'est pas un simple constat, c'est un tournant historique. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'ordre mondial américain? Ou est-ce simplement un passage à vide stratégique? Dites-le moi en commentaire, votre avis est essentiel pour nourrir le débat.